bonjour à tous. Donc, on va commencer. Je saurais vous parler d'eau, en fait. D'eau et alors l'eau, on sait, on en parle souvent en fait sur nos impressions. Il pleut trop, il pleut pas assez, etc. Mais ce qu'il faut penser surtout, c'est quand on manque d'eau, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous vous rappelez certainement de la sécheresse 2022, avec 95% de la France, du territoire français, qui était en alerte sécheresse. C'était extrêmement marquant, notamment parce que le principe de solidarité qui prévaut pour l'alimentation en eau, quand tout le monde est en sécheresse, ça devient difficile. Vous vous souvenez peut-être aussi de cette image, c'est la Loire, si vous ne l'avez pas reconnue, c'était la même période sur la sécheresse 2022. Et c'est vraiment marquant, en fait, puisque ces fleuves qu'on pensait immuables, finalement, on se rend compte que ils souffrent également. Alors les fleuves, mais également l'ensemble des écosystèmes qui dépendent des rivières, en l'occurrence. Et puis il y a d'autres effets en fait qu'on a oubliés, parce que notre société s'est construite d'une certaine manière. C'est que quand on était au XVe siècle, au XVIIe siècle, les gens ont souffert de famine qui était liée au manque d'eau. Et donc, on gravait ces pierres qu'on appelle des pierres de la faim. Voilà, qui mettaient vraiment en avant, c'était une compréhension du fait que quand le niveau d'eau dans la rivière est bas, c'est une sécheresse hydrologique. On a également, ça implique également une sécheresse agronomique et donc des risques de famine. Alors, c'est des pierres qu'on a découvertes massivement en 2022, mais qui ont été gravées au XVe et XVIIe siècle. Alors, on a fondé l'ensemble de notre société dans des conditions où l'eau était disponible à foison, en fait, était disponible. Mais dès qu'on en manque, il y a beaucoup de choses qui posent des problèmes. Vous voyez, on n'est pas très loin, on est ici sur le Rhin, et le Rhin qui est une artère de transport de marchandises. Lorsqu'il n'y avait plus d'eau dans le Rhin, tout s'est arrêté. Toute la vie économique s'est arrêtée, en fait. Donc, voilà. Et puis, ce dont on pense aussi, c'est ces conflits sociaux, en fait, qui existent et qui sont créés, qui sont liés à ces manques d'eau. Donc, l'eau est au centre d'enjeux qui sont assez vertigineux, des enjeux climatiques, des enjeux sur les écosystèmes, des enjeux autour des activités humaines. Mais en fait, c'est difficile de faire le lien entre la pluie qui tombe et ces enjeux-là. On peut le faire d'une manière assez rapide, mais finalement, comment est-ce que l'eau est reliée à ces différents enjeux? La question qui est derrière, c'est comment est-ce que l'eau est stockée dans les écosystèmes, et donc comment est-ce que le manque d'eau peut nous impacter. J'aime bien poser des questions un peu simples de ce type-là. Pourquoi les rivières coulent quand il ne pleut pas? Est-ce que vous avez des idées? Oui. Les glaciers. La fonte des glaciers? En Bretagne aussi? Pas beaucoup, non. Mais c'est vrai, dans les montagnes, la fonte des glaces apporte beaucoup d'eau. D'autres hypothèses? Pardon? Je crois que oui. Bon, est-ce que vous vous êtes posé la question? Bon, vous avez vu le titre de la présentation? Est-ce que vous pouvez imaginer c'est bien sûr les eaux souterraines, en fait. Les eaux souterraines. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les eaux souterraines. On voit l'eau partout en surface, dans les lacs, les rivières, dans le vivant également. Mais tout ce qu'on ne voit pas, tout l'invisible qui est sous nos pieds, a un rôle de stockage d'eau qui est vraiment important. Et il stocke l'eau et il redonne cette eau à la rivière, en fait. Et en Bretagne, l'ordre de grandeur, c'est 90% de l'eau accessible passe par le milieu souterrain. Et c'est pour ça que les rivières coulent pratiquement en permanence. Dans certains cas, évidemment, quand il y a plus de stock, l'eau ne coule plus.
mais l'essentiel du cas, ça coule. Et donc voilà, donc en fait, on parle de déconnexion entre la nappe et la rivière. C'est-à-dire que quand le niveau de la nappe est sous le niveau de la rivière, les rivières ne sont plus du tout alimentées. On a beaucoup d'exemples dans ça, y compris sur les grandes rivières. Donc ici, sur le Doubs, c'était en 2017, et puis ici, c'est une gravure de 1882 sur le Rhin. Le Rhin qui était totalement à sec. On pouvait traverser donc le lit à pied. Donc c'est des événements qui arrivent, c'est des choses qu'on sait. Ce qui change en fait, c'est que les risques sont de plus en plus importants avec la diminution du stockage. Ce milieu souterrain, il a un rôle fondamental et il ne faut pas l'oublier. Une deuxième question. Quel est l'âge de l'eau que vous buvez ? Alors l'âge, c'est entre le moment où la goutte d'eau tombe par terre et le moment où elle est utilisée. Est-ce que vous savez ? 1 an ? Beaucoup plus. Des milliers d'années ? Alors on retrouve des eaux très anciennes qui ont jusqu'à 2 milliards d'années, mais c'est dans des conditions très particulières. Un peu plus, un peu moins que ça quand même. Alors ça dépend de beaucoup de choses. En moyenne en France, c'est 80 ans. En moyenne en Bretagne, c'est 30 ans. Donc voilà. Ça nous donne aussi une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Et puis, il faut bien imaginer que le nitrate qui sort aujourd'hui des rivières de Bretagne a été épandu il y a 30 ans. Donc, c'est des choses importantes à avoir en tête. Je vous propose de regarder cette photo. Et maintenant que vous savez que l'eau est ancienne, est-ce que vous pourriez interpréter cette photo ? Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça vous fait penser ? Ce n'est pas de la pollution. C'est totalement naturel. Oxyde de fer. Et d'où est-ce qu'il vient ? D'où est-ce qu'il vient ? C'est... Oui. Alors, c'est exactement ça. C'est que, en fait, l'eau prend du temps dans son parcours. Donc d'abord, elle est en équilibre avec l'atmosphère, elle est riche en oxygène. Mais au fur et à mesure, elle perd son oxygène. Mais elle interagit avec la roche qui contient beaucoup de fer. Et c'est sur son parcours, en fait, qu'elle remonte à la surface ensuite. C'est vraiment un trajet du bas vers le haut qui remonte. Et donc, cette eau qui est riche en fer s'oxyde au contact de l'oxygène, de l'air, et forme ces formes d'oxyde de fer. Donc on en voit partout en Bretagne, si vous jetez un coup, si vous regardez bien. Alors, un autre détail aussi, c'est que vous voyez, les dépôts ne sont pas n'importe comment. Ça forme des petits coussins, des petites boules. Et derrière, en fait, l'histoire que ça nous raconte, c'est que ce n'est pas de la précipitation purement chimique. Il y a des micro-organismes, donc du vivant, qui utilisent cette énergie chimique, donc l'oxydation du fer, comme une manière de produire de l'énergie. Et donc, ça forme un ensemble de boules de ce type-là. Alors voilà. C'était quelques exemples, en fait, des eaux souterraines. Alors là, je ne sais pas si elles sont... Donc, tout est lié. Les eaux souterraines sont connectées. Et donc, c'est pour vous montrer, je mets volontairement un accent sur les eaux souterraines, qui sont invisibles, mais qui sont fondamentales et qui relient, en fait, le fonctionnement de différents milieux. Donc, on les lié aux eaux de surface, on y lié à l'atmosphère, bien sûr, au sol, aux roches et la biodiversité. Ces interactions biophysiques, elles sont fondamentales dans le fonctionnement. Et donc, c'est à partir de là qu'il faut réfléchir comment est-ce qu'on doit partager de l'eau. À partir du moment où on connaît comment le système fonctionne, il faut réfléchir comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer nos modes de vie, nos modèles agricoles. Comment est-ce qu'on prend en compte les conditions du futur pour définir aujourd'hui une trajectoire qui est souhaitable. Donc la recherche propose beaucoup d'activités sur ces questions qui incluent la société, des sciences participatives, par exemple des mesures de concentration en nitrate par smartphone, des jeux sérieux ou ce type d'événements. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour y participer.
Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, je vais parler de nature en ville et afin de comprendre les enjeux de cette nature, je vais parler un peu d'urbanisation. Alors, en 2007-2008, on pouvait entendre à la radio que pour la première fois de l'humanité, plus de 50% de la population mondiale vivait en ville. Ce n'était pas le cas avant. Donc en fait, en 1950, on était 30% à vivre en ville et on devrait être à peu près 68% à vivre en ville en 2050. Alors, cette augmentation de la population urbaine, elle s'accompagne nécessairement d'une augmentation de l'urbanisation des terres. Et ça, c'est un phénomène qui est galopant à l'échelle planétaire, et on le voit aussi en France. Et notamment en 2007, le Grenelle de l'environnement notait que cette urbanisation, elle correspondait à un département français recouvert de béton ou de bitume tous les 10 ans. D'accord ? Ce taux, à l'heure actuelle, c'est à peu près le même. Et donc, vous pouvez calculer depuis votre naissance combien de départements français ont été recouverts de bitume. Je crois que c'est un département de taille moyenne. Alors, cette urbanisation, elle est faite pour construire des villes. Les villes sont construites par l'homme, pour l'homme. On y voit en densité très élevée, bien plus que dans d'autres environnements. Il y mène tout un tas d'activités qui engendrent des pollutions. Pollution de l'air, pollution du sol, pollution de l'eau. Vous pouvez aussi avoir de la pollution lumineuse, de la pollution sonore. Et puis aussi, on a, du fait des matériaux utilisés pour construire la ville, on y reviendra tout à l'heure, vous avez ce qui s'appelle le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Il fait un petit peu plus chaud en ville. Et ça, c'est aussi une contrainte que nous subissons. Donc nous, humains, on est contraints à toutes ces différentes pressions environnementales, ces différentes contraintes. Mais on n'est pas les seuls, en fait, à être dans cet environnement un petit peu original. En fait, il y a toute une faune et une flore qui vivent en fait à côté de nous. Alors des espèces qu'on connaît bien, qu'on voit souvent, des espèces un peu plus surprenantes parfois, et puis des espèces qui posent problème. Mais voilà, je ne vais pas aborder ce point aujourd'hui, mais évidemment ça existe. Alors, depuis les années 70, les chercheurs s'interrogent et étudient cette nature en ville. Et la question que je reçois beaucoup quand je discute avec les gens, c'est pourquoi on s'intéresse à la biodiversité en ville ? Parce qu'en fait, on pourrait conserver la biodiversité dans des espaces naturels. Et puis voilà, quoi, comme on dit, le job est fait, quoi. Non, en fait, en ville, on ne peut pas vraiment se passer de cette nature en ville, de cette biodiversité, c'est-à-dire de la faune et de la flore. Comme dans d'autres environnements, alors déjà, j'oublie un point, le fait de concentrer ces contraintes dans un environnement fait que la ville, ça peut être un laboratoire à ciel ouvert pour étudier les effets de ces contraintes sur les organismes vivants et sur nous, humains. Aussi, ce qui se passe dans la ville, ça a des répercussions à l'extérieur. Et inversement, d'accord, la ville n'est pas un système isolé. Et puis ensuite, en fait, toute cette nature en ville, finalement, elle nous rend des services que vous connaissez sans doute sous le terme de services écosystémiques, parce qu'en fait, elles vont avoir une fonction dans le fonctionnement global de l'écosystème. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment primordial de maintenir. Par exemple, comme dans d'autres environnements, il y a le service de pollinisation, d'accord ? Mais il n'y a pas que ça. La végétation, par exemple, en ville, elle va pouvoir aider à réguler les problèmes de pollution atmosphérique, du sol, de l'eau. Ça va aussi jouer un rôle dans l'infiltration de l'eau dans les sols. Cette nature, cette biodiversité végétale, elle va être très importante pour rafraîchir les villes et lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur, ce qui est d'autant plus important qu'on va quand même être confronté à une élévation générale des températures. Et puis aussi, elle joue un rôle très important sur le bien-être des citadins, sur leur santé, sur l'esthétisme des villes aussi, qui après reboot sur le bien-être des gens, et puis aussi sur l'éducation. Parce que, hélas, il y a quand même plein de gens qui n'ont de contact avec la nature que la nature de proximité, cette nature urbaine. Et donc, les sensibiliser à cette nature, c'est aussi leur permettre après de comprendre des problématiques environnementales à des échelles bien plus grandes et qui les concernent pourtant tout autant. Donc, si vous vous posez la question, c'est un peu difficile de mesurer l'apport de la biodiversité sur le bien-être, mais imaginez un endroit que vous aimez en ville, votre jardin, la vue de votre fenêtre, une place que vous aimez bien, un parc, et vous enlevez toute cette nature. Les oiseaux, le chant des oiseaux, les insectes qui volent, vous enlevez absolument tous ces animaux, et puis après vous enlèverez les arbres, vous enlevez les buissons, les fleurs et la pelouse. D'accord ? On est vraiment là-dessus. Est-ce que vous aimeriez vivre à 100%, à 24 heures sur 24, dans cet environnement complètement minéral ? Donc voilà, donc il y a vraiment une nécessité de conserver cette biodiversité pour toutes ces raisons. Problème, le constat, c'est que plus on rentre en ville, plus on observe pour un grand nombre de groupes taxonomiques, de différents types de modèles animaux,
et végétaux, on observe une diminution du nombre d'espèces. Pourquoi ? Parce que quand on construit les villes, généralement les villes s'étendent sur des espaces à caractère plus naturel, ça détruit des habitats, et puis en fait on ne conserve pas tous les habitats en ville. Notamment les zones humides, souvent, elles sont moins conservées que par exemple des petits boisements. Ensuite, les habitats, ils ont des surfaces en ville qui sont plus petites que dans les espaces, dans les milieux plus naturels. Et puis si vous voyez sur la photo, là, ces espaces, ils vont être séparés les uns des autres par une matrice paysagère, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire en fait par des éléments minéraux, du bâti, de la voirie, qui peuvent entraver le mouvement des organismes et les empêcher de réaliser leur cycle de vie complet, et donc d'être présents de façon pérenne dans cet environnement. Dans cette étude, les chercheurs ont montré que dans la zone qui se trouve ici, là au nord-est, vous avez sur à peu près 8 km des échanges d'individus entre les populations, que sont les points jaunes là. Ils ont fait une étude de génétique des populations. Et vous voyez, sur 8 km de distance, on a des échanges, alors qu'en centre-ville, les 2 points rouges, ces 2 populations distantes de 400 mètres, il n'y a pas d'échange. Donc la ville peut vraiment être une barrière à la dispersion des individus, c'est-à-dire une entrave à leur mouvement. On parle de barrière, en fait, à la dispersion au mouvement. L'îlot de chaleur urbain dont j'ai parlé peut aussi impacter la biodiversité. Donc en ville, l'énergie solaire, elle va être captée par les surfaces minérales, tout ce qui est ciment, bâti, etc. Et puis, en fait, elle va être relarguée lorsque les températures extérieures vont diminuer la nuit. Elle va être restituée en fait, dans l'atmosphère sous forme de chaleur. Donc, les centres-villes se rafraîchissent moins, les villes se rafraîchissent moins que les campagnes. Et c'est ce qui fait qu'on a une température légèrement plus haute en ville et qu'on peut ressentir. Et bien ça a un impact sur les organismes. Ça peut expliquer la présence ou l'absence de certaines espèces. Et puis, ça peut impacter les rythmes de vie aussi. Par exemple, ici, sur cette image, c'est Rennes. Donc, vous pouvez superposer à peu près les 2 images et on se rend compte bien que, effectivement, là où il fait plus chaud, et bien en fait, ce jour-là, ils avaient bien, dans cette étude-là, ils ont bien montré en fait un nombre de fleurs plus grand dans les zones chaudes qu'à côté. C'est-à-dire qu'à une même date, en fait, il y avait une avancée de la phénologie de ces organismes. Alors, la luminosité artificielle et le bruit ambiant peuvent aussi agir sur les organismes. En agissant comme une barrière à la dispersion, une entrave au mouvement, certaines espèces vont éviter les zones lumineuses ou les zones trop bruyantes, mais ça peut aussi avoir un effet sur la communication entre individus ou aussi les rythmes de vie. Donc, par exemple, ici, pour 5 espèces différentes d'oiseaux, eh bien, en fait, les chercheurs ont montré que pour certaines espèces, il y avait vraiment une différence sur l'heure de début de chant avant le lever du soleil pour les espèces qui étaient dans les sites avec de la lumière, qui sont les points bleus ici, comparé aux espèces dans les sites, enfin aux individus dans les sites où il n'y a pas de lumière, que sont les points noirs. Alors, on a besoin de la nature en ville, mais en fait, elle pâtit quand même de certains paramètres environnementaux. Donc la question, c'est comment on fait pour en fait favoriser cette biodiversité dont on a finalement quand même grandement besoin. Donc pour ça, en fait, il va falloir pallier, essayer de résoudre un peu diminuer les différentes contraintes que je viens d'évoquer. Donc en fait, comment on va faire ? On va proposer un maximum d'habitats aux espèces, des habitats diversifiés. Il faut aussi que ces habitats soient connectés les uns avec les autres. Et ça, en fait, ça va revenir beaucoup à végétaliser les villes. Donc on peut travailler à l'échelle de la ville. Les municipalités sont dans l'obligation de le faire, et puis beaucoup ont envie de le faire aussi. Donc elles travaillent sur la trame verte, c'est-à-dire la continuité écologique des habitats. Elles peuvent aussi intégrer, elles le font de plus en plus, la trame noire, c'est-à-dire voir où sont les zones lumineuses ou pas. Travailler aussi sur des recommandations et sur l'éclairage public, l'éteindre, l'allumer, etc. Certaines municipalités aussi tendent à vraiment utiliser des modèles qui existent pour voir vraiment où sont les corridors écologiques vraiment utilisés par certaines espèces pour avoir une approche qu'on appellerait plus fonctionnelle. Et puis enfin, certaines vont s'engager dans de la désimperméabilisation des sols pour donner la part belle à la végétation, et notamment dans le but de lutter contre l'îlot de chaleur urbain. Donc là, par exemple, c'est à Séoul. Donc en fait, vous avez vraiment ce genre d'approche qui peuvent être développées dans le monde entier. Alors on peut aussi faire des actions à des échelles plus petites, comme l'échelle du quartier, où nous, en tant que citadins, on peut aussi essayer de faire des choses. Donc la ville, elle peut, je vous l'ai dit, elle peut jouer sur la luminosité, par exemple. Elle peut aussi voir quel type de lampadaire on utilise ou pas, quelle est la nature des LED qu'on va utiliser, ça peut avoir un effet. Et puis, elle peut aussi jouer sur la gestion de la végétation dans les parcs, mais aussi au pied des arbres. Et là, par contre, ça va être après à nous, citadins, de s'auto-éduquer ou d'apprendre à tolérer en fait de la flore spontanée. Non, c'est pas sale. Non, c'est pas géré. C'est pas du laisser aller. C'est fait exprès.
on cherche à obtenir ça pour, par exemple, favoriser les pollinisateurs. Et puis finalement, quand on est habitué, c'est vachement plus sympa qu'une grille toute en fer ou un sol tout nu. Et puis nous, à notre échelle, on peut aussi gérer la végétation de notre jardin. On peut réfléchir à ce qu'on veut planter, comment on veut faire les tontes ou pas, est-ce qu'on tombe pas. Et puis on peut aussi désenclaver notre jardin en faisant des passages à faune et en laissant en fait un maximum de possibilités de passage de certains animaux. Et puis aussi, tous les toits végétalisés et les murs végétalisés qui apparaissent, qui se développent, ça pourrait être aussi source justement des zones de ressources pour les espèces. Donc voilà. Donc pour finir, j'ai envie de dire végétaliser. Pas n'importe comment, hein, si vous mettez que de la pelouse, ça sera peut-être moins efficace. Donc il faut diversifier la végétation, il faut la favoriser. Et puis ça va dans le sens d'une réduction de l'îlot de chaleur urbain, d'une diminution de la consommation d'énergie. C'est bon pour notre santé. Donc voilà, favorisons la biodiversité en ville, on a tout à y gagner. Et puis c'est un premier pas, je dirais, vers justement cette transition écologique qui va être bien nécessaire en ville. Alors, moi, je ne suis pas chercheur. Par contre, j'écoute les chercheurs et les scientifiques. Et mon travail, c'est plutôt d'essayer d'accompagner les changements de comportement, le passage à l'action. Voilà, auprès du plus grand nombre. Et au fil de mes expériences, voilà, j'essaye de bâtir effectivement des recommandations pour que, quand vous sortirez de cette salle, vous aurez encore plus envie d'agir positivement pour la transition écologique. Alors, donc moi, je suis né à l'époque où est sorti ce premier vraiment grand rapport et cette modélisation en fait on va dire de notre modèle de la croissance économique dans les années 70, qui en fait a montré que quand on regarde l'épuisement des ressources, la production alimentaire, la production industrielle, la croissance de la population, les pollutions, et ben quand on appuie sur le bouton, tout s'écroule. Tout s'écroule au XXIe siècle. Donc on y est. On voit des premiers modèles d'effondrement déjà aujourd'hui. Il va sans doute s'en passer d'autres. Mais en tout cas, effectivement, si on avait commencé il y a 50 ans, qu'on nous avait dit ça, à se mettre vraiment dans une transformation importante, on ne serait peut-être pas au pied du mur aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on a encore le temps et surtout, on a encore le choix et on va le voir. Alors, on sait comment s'en sortir en fait. Alors, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'on sait qu'il faut décarboner notre société. Et donc, décarboner notre société, c'est d'arrêter de faire trop d'émissions en fait, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, il faut qu'on arrive à un certain équilibre. Donc ça, c'est ce qu'on dit les grands accords internationaux, notamment l'accord de Paris là, en 2015. C'est, vous voyez, en 2050, là, voilà, nos émissions, c'est ça aujourd'hui, il faut qu'on arrive à ça, donc ce ne sera pas zéro émission, mais par contre, voilà, il y a l'absorption grâce à nos puits carbone, et en vert, on voit les puits biologiques, bien sûr, et le développement, dans le futur, de puits technologiques. Donc ça, voilà, ça c'est notre feuille de route, ça c'est la stratégie nationale bas carbone de l'État français. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir décarboner notre société en prenant en compte ce qu'on appelle les limites planétaires. Et donc, les limites planétaires, ce n'est pas simplement le problème du climat, mais il y a d'autres problèmes. Alors, on a vu tout au long de cet après-midi de conférence, on a parlé des océans, l'acidification, la pollution atmosphérique, la perte de la biodiversité, etc. Donc, on a un plafond là à ne pas dépasser, mais également, on a aussi un plancher que l'ensemble des habitants de cette planète doit pouvoir dépasser, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir accès à l'eau, avoir une bonne santé, accès à l'éducation, etc. D'où cette image de donut et qui définit en fait l'espace sûr pour nous les hommes. Et ça, c'est quand même plus compliqué. Donc très concrètement pour vous citoyens, une fois qu'on a compris ça des scientifiques, qu'il faut se bouger en fait, et surtout qu'il faut en fait passer de à peu près 10 tonnes aujourd'hui que chaque Français va émettre par an d'équivalent CO2 à 2 tonnes en 2050. Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que c'est aujourd'hui l'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est ça. Donc, on va retrouver les 10 tonnes et notamment une grande partie, la 2,7 tonnes sur vos déplacements. D'accord ? Et dans ces déplacements, une énorme partie
de la voiture. Donc là, les 2 tonnes, là, vous voyez, c'est rien que de nos déplacements en voiture. Donc les 2 tonnes de 2050, en gros, on pourra que, si on continue à bouger comme ça avec notre voiture, voilà, on ne pourra plus rien faire d'autre en termes d'émissions. Donc ça vous montre un petit peu le chemin et les grandes transformations à engager. Alors, les 9 recommandations. La première, c'est la plus importante, c'est le passage à l'action. Voilà. On est encore souvent dans l'inaction, et notamment ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, c'est-à-dire c'est toujours la faute de l'autre. Et notamment ce fameux triangle citoyen, élu et le monde de l'entreprise. Donc on a toujours une bonne raison pour dire c'est de la faute de l'autre. Vous prenez n'importe quel exemple, n'importe quelle question, vous verrez que vous allez trouver effectivement des gens qui se renvoient de la responsabilité. Donc ça, c'est plus possible. Également, autre facteur, c'est le report de responsabilité. En fait, nous, on est bon, les autres, ils ne font pas bien. On entend souvent que la France est moins 1% des émissions mondiales, etc. Il faudrait que les Chinois, les Américains se bougent les fesses. Sauf que les Chinois, en fait, c'est notre usine. On a tout délocalisé, donc on a délocalisé aussi nos émissions. D'accord ? Il y a une différence entre ce qu'on appelle les émissions au niveau national et l'empreinte carbone. Parce que tout ce qu'on va importer de Chine, effectivement, si on pense à la fabrication et le transport, du coup, ça alourdit quand même aussi notre dette carbone. Donc, quelque chose qui est important aussi à voir, alors ça, c'est plutôt les sciences sociales qui nous montrent ça, c'est que pourquoi tout le monde n'arrive pas à changer rapidement ? C'est normal, en gros. C'est un petit peu ce qu'on appelle la courbe du changement et la courbe du deuil aussi. C'est qu'on est tous fait pareil. C'est quand on a un choc, par exemple, on apprend une très mauvaise nouvelle que on va dans le mur, notre système va dans le mur. Au départ, on va dire non, mais c'est pas possible. Voilà. Après, on va être en colère. Après, on va négocier. Ouais, mais si on fait ça, on va peut-être s'en sortir, etc. Bref, quand on est sur la partie gauche de ce graphique, on n'est pas dans l'action. Et ça peut prendre un petit peu de temps. C'est quand on commence à dire, ça y est, j'ai accepté le diagnostic. C'est comme ça. Voilà. Je vais expérimenter des choses. Je décide. Je fais. Là, on est dans l'action. D'accord ? Donc, si on coupe ce schéma en deux, est-ce que là, vous voulez bien me dire que vous, dans la salle, qui est plutôt à gauche aujourd'hui ? Il n'y a pas de honte, tout le monde est passé par là. Moi, souvent, je suis en colère par rapport à certaines décisions. Je fais des allers-retours. Là, aujourd'hui, maintenant, le samedi, la Roscoff, quelle est la question ? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux problématiques environnementales un peu angoissantes, vous êtes plutôt dans la partie gauche, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans un sentiment négatif qui vous empêche de passer dans l'action, ou plutôt dans la partie droite, vous avez accepté le diagnostic et vous êtes déjà en action. Dans la partie gauche ? C'est très bien. Tout à fait. On pourra peut-être en parler au niveau des questions tout à l'heure. Qui est dans la partie droite ? C'est pas mal. Moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas levé la main. Donc, voilà. C'est bien. Alors, effectivement, bonne nouvelle, quand on est dans l'action, ça nous rend heureux en plus. Donc, je vous montre une petite expérience qui a été faite aussi dans une collectivité pas loin d'ici, où on a dit à certains foyers, écoutez, pendant X mois, vous allez arrêter d'acheter de l'emballage, il faut acheter du vrac, il faut faire votre lessive tout seul, etc. Alors évidemment, ça fait râler. On dit, vous vous rendez pas compte, ça va être chiant, ça va prendre du temps, etc. Voilà. Et finalement, au bout de 6 mois, parce que c'était 6 mois en plus, on leur a demandé comment ils ont vécu l'aventure. Et en fait, voilà, c'est le plaisir, la satisfaction, en fait. Et donc, ça tombe bien, c'est que ce qui nous rend heureux, en fait, c'est également ce qui va nous permettre de sortir en fait, de cette impasse. C'est bien fait quand même. Alors, deuxième recommandation, alors ça c'est très clair, c'est qu'il faut qu'on arrête avec notre modèle linéaire, c'est-à-dire on extrait, on fait des trous dans la planète, on transforme, et on fait après des gros paquets avec nos déchets. Et à chaque étape, en fait, on va avoir des externalités négatives, des déchets, des pollutions, etc. Et évidemment des impacts au niveau social, effectivement, également. Donc ça, c'est le modèle linéaire qui va dans le mur. Donc il faut passer à un modèle circulaire, ce qu'on appelle l'économie circulaire. En gros, la partie bleue, c'est produire finalement durable, d'une façon sobre. Alors, quelques exemples, par exemple, l'éco-conception d'un produit. Donc, je vais faire en sorte d'utiliser moins de matières biosourcées, que mon produit soit recyclable, etc.
On a aussi un autre terme là qui est peut-être un peu plus nouveau pour vous, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. En gros, le déchet d'une entreprise va servir comme ressource pour l'autre. On a un bel exemple à côté de Morlaix, à Saint-Martin-des-Champs, où une usine fabrique de l'isolant, la ouate de cellulose, à partir des déchets de journaux de l'imprimerie du Télégramme. D'accord ? Autre exemple sur l'économie de la fonctionnalité. Alors ça, c'est vraiment le modèle où on arrête en fait de vendre des biens, on vend des services. Donc là, si vous travaillez dans les bureaux, vous avez tous maintenant un photocopieur qui est mis finalement en location par une boîte qui met le meilleur photocopieur possible. Et nous, on achète simplement le coût, le service, la copie. Donc ça change complètement le modèle où ça oblige aussi l'industriel à faire des produits très performants. Et après, on a tout en partie verte, donc le bloc changement de comportement des consommateurs, donc c'est vous et moi. Évidemment, s'il y a des produits issus de l'éco-conception, etc., et qu'on ne les consomme pas, ça ne va pas marcher. Donc en face, voilà, c'est notre responsabilité aussi en tant qu'acheteur, d'utilisateur de produits, et on a aussi tout ce qui touche au réemploi, à la réparation, et vient seulement à la fin, finalement, le traitement des déchets. Il y aura beaucoup moins de déchets si on fait ça en amont, hein, et notamment par la partie recyclage. Troisième recommandation, alors celle-là, du global au local, hein, la transition écologique, ce n'est pas simplement à l'échelle de Roscoff et pas simplement à l'échelle de la France, vous le savez, c'est des grands traités internationaux, hein, notamment on a dit la COP, là, la dernière COP c'était COP 28, et bah, du coup il y a une déclinaison en cascade, hein, le Green Deal européen, on en a beaucoup parlé pendant les élections européennes. En cascade, on a la planification écologique de la France. En cascade, on a la Brescop de la Bretagne. Et en cascade, dans les communautés de communes de vos villes et villages, on a des plans climat, des plans locaux de prévention, des plans alimentaires. Mais il faut que tout ça soit aligné. Si tout ça n'est pas ambitieux, ça ne marche pas. Quatrième recommandation, c'est effectivement, il va falloir faire plus de coopération à un niveau le plus local possible. Faire des boucles. Là, je vous ai pris un exemple, par exemple, sur une boucle de valorisation de la matière organique. Aujourd'hui, vous savez que vous avez l'obligation, par exemple, de traiter vos biodéchets. Voilà. Il y a des restaurants qui produisent des biodéchets, il y a l'agriculture qui produit des matières organiques. Et ben, si on s'arrange pour se dire, tiens, on va mettre un outil commun, par exemple, via la méthanisation territoriale, bien dimensionnée sur notre territoire, et en même temps, on va récupérer le biogaz pour que les services publics fassent circuler des bus au biogaz. Le digestat revient dans le sol, etc. Donc voilà une belle boucle, mais qui est vraiment faite en coopération avec les acteurs du territoire. Cinquième recommandation, c'est par rapport, effectivement, on se pose toujours la question, mais est-ce que ça sert à quelque chose, là, mes gestes individuels? Voilà, ça paraît un coup d'épée dans l'eau. Et la réponse, elle est dans ce schéma qui paraît un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. On reprend nos 10 tonnes ici d'émissions de CO2. On doit atteindre 2 tonnes. Hein, vous vous rappelez? Voilà. Et en fait, vous voyez que vos gestes individuels, c'est un quart du chemin. C'est pas mal, hein? Mais c'est à minima. Hein, si vous êtes un super-héros, vous pouvez aller à la moitié du chemin. D'accord? Mais ça, en plus, c'est très réaliste parce que c'est quoi? C'est des changements de comportement avant tout. Et notamment, je vais peut-être consommer un peu moins de viande, plus local, faire un peu plus de vélo, etc. Bon, il y a effectivement certains gestes qui demandent un peu plus d'investissement. Je vais rénover ma maison, je vais acheter un véhicule électrique, etc. Ça, c'est un quart. Et ce quart-là, il est lié finalement à par contre, des transformations plus structurelles, collectives. C'est la décarbonation de l'industrie, de l'agriculture, etc. Voilà, d'accord? Mais en tout cas, ça ne sert pas à rien parce que plus les gestes-là sont nombreux et plus les changements structurels vont s'accélérer. Donc voilà, si vous ne savez pas par quoi commencer, je vous conseille le schéma du V, hein, les 3 V, les vêtements, la voiture, la viande, hein, à essayer de transformer par du vintage, du vélo et du végétal. C'est facile à retenir. 6e point, alors les sobriétés doivent être au cœur de nos transformations. Je dis bien les sobriétés, on parle souvent de la sobriété énergétique avec les crises, mais on a aussi effectivement une sobriété matière, une sobriété aussi foncière sur les espaces à mener en parallèle. Alors, ce qui est très important dans les sobriétés, c'est qu'on va questionner le besoin. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce déplacement, etc. Sans ça, on n'y arrivera pas, parce que ce n'est pas, par exemple, en changeant ma voiture thermique en voiture électrique, si je continue à faire 40 000 km par an, ça ne passera pas. Est-ce que j'ai besoin de faire 40 000 km par an? Est-ce que je ne peux pas en faire 25, par exemple? Et 5 000 en transport en commun et 5 000 en vélo, etc. Là, oui, parce que je questionne mon usage.
Et là, ça peut fonctionner. Je vous renvoie à la campagne nationale de l'ADEME, fin 2023, qui s'est appelée Des vendeurs, en plein Black Friday. Effectivement, des messages de sobriété sur la consommation ont été diffusés. 7e point, quand on parle de l'ADEME, en fait, l'ADEME a fait de la prospective en 2050 pour voir à peu près où est-ce qu'on pourrait atterrir en termes de type de société dans une société décarbonée en 2050. Il y a 4 trajectoires. Alors, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ce n'est pas une trajectoire unique, il faut tous la suivre. Donc, ça veut dire qu'on a encore le choix. On a le choix notamment, alors c'est très contrasté, hein, entre effectivement une société qui va être vraiment portée sur la sobriété, la frugalité, la ruralité, le low-tech, le localisme, la réindustrialisation, etc. C'est plutôt ce scénario-là. À une société tout l'inverse, où finalement, comme on dit, business as usual, on continue à faire ce qu'on fait. Par contre, on va réparer, on va compenser avec l'intelligence artificielle, les technologies, on va capter le carbone, etc. Voilà, d'accord ? Entre les deux, on a 2 variants un petit peu progressifs. Et est-ce qu'on y arrive ? Eh bien oui. Au niveau carbone, on y arrive. On arrive à la neutralité carbone avec ces 4 scénarios, donc S1, S2, vous vous rappelez, mes 4 là. Aujourd'hui, on est là. Hein. On émet ça, on capte, nos pubs biologiques captent ça. D'accord ? Et donc, scénario 1, on voit que c'est là qu'on émet le moins. Et puis, en plus, ruralité, nature, etc., on augmente nos puits biologiques. Et à l'inverse, le 4, évidemment, on a toujours quand même un gros talon d'émissions. On compense, mais bon, là, du coup, urbanisation aussi croissante, etc., on a quand même beaucoup moins de captage biologique. Mais on va développer des captages technologiques. Mais là, quand vous faites la somme de ça, on arrive quand même à une neutralité carbone. D'accord ? Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a encore le choix de la société dans laquelle on veut se projeter demain. 8e point, alors ça c'est plus, je veux dire, en termes d'approche scientifique et un peu philosophique, c'est que moi, le développement durable, on me l'a appris comme ça à gauche. Tout le monde a cette image-là en tête. C'est ces espèces de 3 sphères. Je vois les jeunes qui acquiescent, parce que voilà, c'est 3 sphères. On fait de l'économie, du social, de l'environnement, et si on a de la chance, là au milieu, hop, on arrive à faire du développement durable. Alors c'est très, très rare. Hein. Voilà. Alors, moi, je commençais vraiment à mettre le développement durable dans le rétroviseur quand, en fait, j'ai appris cette nouvelle notion de développement durable, en fait, où on voit très bien que finalement, ce n'est pas 3 bulles de la même taille, la même importance. C'est que ce qui est le plus important, en fait, c'est la sphère environnementale, en fait. C'est notre biosphère, c'est la planète sur laquelle on vit en interaction. Voilà, ça, c'est le plus important. Et là-dessus, on va bâtir une société pour vivre bien ensemble. Et l'économie, ce n'est pas une fin en soi. Et l'économie sert simplement à la prospérité de notre société. Prospérité au sens étymologique, c'est-à-dire être heureux. Ce n'est pas simplement la prospérité pécuniaire. Voilà. Et ce modèle-là, en fait, il a été repris en 2015 dans les objectifs de développement durable en fait, des Nations Unies. Et on voit bien, quand même, l'importance donnée aux différentes sphères. D'accord ? Ça change tout. Hein, quand vous entendez parler, par exemple, d'un projet de développement durable, essayez d'avoir cette perception-là. Vous allez voir qu'on n'y est pas. Hein. Allez, dernier point. Ça aussi, c'est une autre représentation, on appelle le double entonnoir. Donc, en gros, on comprend très bien qu'il va falloir qu'on serre les fesses. Voilà, parce qu'on va avoir moins de ressources, on va être de plus en plus nombreux, il va faire de plus en plus chaud, il y aura moins d'eau, etc. C'est clair qu'il va falloir qu'on serre les coudes également pour s'entraider, pour passer justement par la petite fenêtre, mais elle est encore ouverte. D'accord ? Donc, on a encore le temps. Et après, derrière, on ne va pas rester à du moins, ça sera moins bien demain. Non, on réouvre finalement demain vers une société où, finalement, on arrivera tous et toutes dans un monde meilleur. Merci.